Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, une petite vidéo portant donc sur une recherche de schéma que mes licences pro avaient à me faire cette année. Donc, ils avaient à me réaliser le schéma électrique complet donc d'une chambre froide négative qui est dissociée donc, de la production frigorifique, donc, qui assure le froid donc, des vitrines négatives. Donc, le groupe en question donc, de la chambre froide négative fonctionne au 455A. Donc puissance à installer 8 kW et donc on a sélectionné un groupe Ecolite Bitzer, voilà, et puis un évaporateur Friga avec les références qui sont là. Au niveau des régulations de sécurité, arrêt d'urgence, porte d'armoire bien sûr, et puis personne enfermée, et puis un détecteur de fuite à poste fixe placé dans la chambre froide, puisqu'on est avec du 455A, c'est un fil A2L. Donc pas précisé, mais ça fait partie des choses que les licences devraient savoir. Donc fin de course, porte ouverte, donc qu'on va raccorder sur le régulateur. Avant chaque arrêt du compresseur, donc sauf en cas de défaut, on va tirage au vide. On va proposer une solution pour réguler la pression de condensation, parce qu'on a mis un détendeur thermostatique classique. Donc on prévoira juste un point MOP, mais mis à part ça, il sera très basique. Donc il faudra réguler la pression de condensation en hiver, ou la nuit, l'été, quand il fait frais. Et puis donc on a dit qu'on a installé un EKC 301 de chez Danfoss. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, il faut aller chercher les informations sur les matériels sélectionnés, informations électriques sur les matériels sélectionnés. Donc le groupe, voilà, donc quand je vais chez Bitzer, voilà ce qu'on me donne. Donc on me dit bien qu'il fait 8,5 kW au régime de fonctionnement qui est le bon. Et qui, à ce moment-là, il va consommer quelque chose comme 11 ampères. Donc ça nous permettra donc l'intensité absorbée nous permettra de savoir si je suis bien chargé à la première mise en route, par exemple. Voilà, donc du coup ici, j'ai peu d'informations sur ce document. Donc là ici, en dessous, là, je vois les limites que un MOP à moins 10, c'est pas mal. On est encore dans l'acceptable pour le moteur. Il faudra quand même mettre un point MOP. Bien, donc du coup, il faut que j'aille chercher des informations sur combien de ventilateurs, comment c'est câblé. Donc là ici, je suis allé dans la documentation. Donc ici, en standard, on voit qu'il y a pas mal de choses de réaliser dans le groupe. Puis il y a quelques options. Donc au niveau du standard, on voit qu'il y a un contrôleur intégré donc, au groupe. Donc, il va falloir que j'aille voir comment c'est fait à l'intérieur. Que je démarre à 50% et que je peux monter jusqu'à 100% avec donc ici une décompression de cylindre. Que mes ventilateurs mon condenseur ma pression de condensation est régulée par ici donc le régulateur qui fait varier la vitesse des ventilateurs. Que on a ici la possibilité de rajouter donc des ventilateurs de tête de culasse. Voilà. Qu'il y aura 4 ventilateurs en tout en monophasé. Et dans les options, ici on vous dit que effectivement là ici on a un contrôleur de débit d'huile et qu'on peut effectivement je l'ai vu quelque part ici faire une injection de liquide aussi pour limiter la température de fin de compression si on ne choisit pas de mettre des ventilateurs de tête de culasse. Voilà, mais pour autant ça ne me donne pas comment est câblé le compresseur, donc il faut que j'aille chercher la doc du 4NE qui est le compresseur du groupe installé. Et donc là ici, on me dit que c'est un compresseur qui fait 56 m3 par heure. Et ici, électriquement, on voit que il démarre en part winding sous 400 volts et que l'intensité maximale absorbée sera de 27 ampères. Voilà. Donc concernant le compresseur AC, c'est ici qu'on voit effectivement l'injection de liquide donc pour limiter la température de fin de compression. Voilà donc du coup ça ou les ventilateurs de tête de glace qu'on retrouve ici quelque part également. Bref, donc voilà pour les informations. Donc maintenant il faut que j'en sache un peu plus sur comment est câblé chaque ventilateur de condenseur. Donc du coup je vais chercher la documentation électrique du groupe. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc on retrouve ici la première page. Le démarrage part winding du compresseur, résistance de Carter, les électrodes de réduction de puissance. Ici, bien sûr, si on veut que ça fonctionne, on en ramène à 5G. Pour le coup, nous, ça sera un 5G10. Voilà, et donc du coup, deuxième page, c'est
le raccordement électrique déjà fait, hein, des ventilateurs de condenseur. Et puis ici, si jamais vous voulez faire une ventilation de tête de culasse. Et puis donc on voit que en fait les ventilateurs reçoivent donc un signal du régulateur donc, qui est dans le groupe et qui derrière donc, font varier la vitesse des ventilateurs donc, par ici variation de tension. Et puis on voit que les ventilateurs de tête de culasse, si on les met, reçoivent un signal pareil 0,10 volts. Du coup, et ce sont des moteurs EC. Voilà donc pour les ventilateurs. Les sécurités donc, du groupe. On voit donc ici, on retrouve le relais thermistance. Là ici, le pressostat différentiel d'huile ou le système qui assure le contrôle du débit d'huile. Là ici, la panoplie de pressostat de sécurité. Puis derrière, donc, les deux contacteurs pour le démarrage par winding. Et puis on voit ici des 0,1, donc c'est une sortie tout ou rien du régulateur qui vient, s'il n'y a pas de défaut, hop, autoriser, donc enclencher le démarrage du compresseur. Voilà. Ensuite, donc, autre page, on retrouve le régulateur, avec donc ici la sortie tout ou rien, donc qui va vers les contacteurs du compresseur, et puis ici, donc, les deux sorties analogiques qui pilotent la vitesse donc, des ventilateurs de condenseur pour la sortie à 0,3 et ventilateur de tête de culasse pour la sortie à 0,4. Puis là, ici, toutes les informations, pression, température, qui justement permettent le fonctionnement de tout cet ensemble. Voilà pour le groupe. L'évaporateur sélectionné, donc ici on vous dit qu'il y a deux ventilateurs donc, qui consomment 1 ampère sous 400 volts. Et puis les résistances de givrage, c'est 6500 watts, qui est donc sous 400 volts également. Voilà, et puis donc pour finir, le détecteur de fuite à poste fixe, donc pour le 455A, donc quand vous ouvrez le capot, vous retrouvez ici des borniers. Donc là ici, on voit qu'il faut l'alimenter en 24 volts alternatifs, et puis là ici, vous avez un premier contact inverseur pour signaler un premier niveau de défaut, et puis ici un deuxième contact inverseur pour signaler là une alarme comme quoi il y a vraiment trop de R455A en ambiance. Donc maintenant que j'ai tout ça, j'ouvre le logiciel qui va bien, je fais le schéma électrique, et puis derrière je génère un PDF que je vous présente. Donc là ici on retrouve l'intergénéral, la protection disjoncteur différentiel qui pilote mon groupe de condensation. J'ai ramené mon 5G10 ici. Voilà. Donc on retrouve ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, le compresseur, les résistances de Carter, démarrage à vide. Puis derrière, page suivante, la ventilation des condenseurs, puis tête de culasse si on raccorde des ventilateurs de tête de culasse. Là derrière, on retrouve donc, l'alimentation des ventilateurs d'évaporateurs et donc ici des résistances de dégivrage, sans oublier bien sûr la résistance d'écoulement et puis surtout la résistance de soupape de décompression et résistance de porte. Voilà. Du coup, page suivante, on retrouve la commande qui n'est pas déjà réalisée, c'est-à-dire en fait l'alimentation de l'évaporateur. Donc ici, un transfo 220-24 parce que mon régulateur, donc contrôleur donc de détecteur de fuite, 455A est en 24 volts alternatif. Ici, je retrouve mon 230 et puis mon régulateur EKC 301 qui pilote donc le fonctionnement en froid et en dégivrage de l'évaporateur. Et puis là, donc on retrouve un premier niveau de détection de fuite du détecteur de fuite, du SAMON. Hop, du coup, quand j'atteins mon premier niveau mon premier seuil, donc j'enclenche ici un voyant défaut. Et puis si j'atteins le deuxième niveau, et donc là ici j'ai trop de fluide frigorigène dans l'ambiance, j'enclenche ici mon alarme. Voilà, donc du coup je continue. Donc ici on retrouve à nouveau ce qu'on avait vu dans le groupe. Donc ici les sécurités et le contacteur, donc les contacteurs du démarrage compresseur. Là ici on retrouve le régulateur raccordé. Et puis on en arrive à la dernière page, les borniers. Donc on retrouve un bornier de puissance avec donc mes repères
de câble et la désignation complète. Puissance, commande et boîte de dérive. Donc on retrouve un bornier de boîte de commande, pardon, avec donc ici un câble qui s'en va vers l'alarme par une personne enfermée. Ensuite, il y a un câble qui s'en va vers le cassé qui est au-dessus de la porte de l'armoire. Un câble qui s'en va vers l'électrovanne qui est dans la chambre froide, ou qui est au-dessus de la chambre froide, mais plus sans doute dans la chambre froide, au plus près du étendeur. Et puis ici, un câble qui s'en va vers le détecteur, donc Salmon. Voilà, et puis donc du coup ici, bien sûr, la boîte de dérive, de raccordement de l'arrêt d'urgence et de l'alarme sonore. Voilà. Bonne fin de journée.